work with directors maybe I wouldn't have worked with before. I don't know. I think I have. Elle le détestait plus que quiconque. Pas publiquement, pas avec des cris, mais avec ce silence glacé qu'elle maîtrise mieux que personne. Pendant des décennies, Catherine Deneuve a incarné l'élégance française, l'a retenu le contrôle. Une femme que rien ne semble atteindre. Pourtant, un nom est resté accroché à sa mémoire comme une écharde. Un nom qui l'a exposé à une époque où l'opinion publique ne pardonne plus. À la fin de sa carrière, après l'accident vasculaire qui a fragilisé son corps mais pas son regard, Deneuve est devenue plus silencieuse encore. Les interviews se sont raréfiées, les réponses sont devenues plus courtes. Chaque mot pesé, chaque phrase contrôlée. Mais lorsque certains journalistes prononçaient ce nom, l'air changeait, son visage se fermait, le passé remontait. Le cinéma français des années 60 et 70 n'était pas un monde tendre. C'était un territoire dominé par des hommes puissants, des réalisateurs autoritaires, des acteurs intouchables. Les actrices devaient survivre, sourire, encaisser, se taire. Et Catherine Deneuve a survécu. Mais survivre signifie aussi accumuler des cicatrices. Certaines étaient visibles, d'autres non. Certaines venaient des amours impossibles, d'autres des collaborations toxiques. Et certaines plus récentes venaient d'un monde qui avait changé trop vite. Une époque où chaque silence devient suspect, où chaque amitié devient compromettante, où chaque signature peut vous détruire. Elle n'a jamais fait de déclaration explosive. Elle n'a jamais accusé frontalement. Elle a laissé planer le doute. Mais ceux qui l'ont observée de près savent qu'il existe une liste. Une liste de noms liés à des humiliations, des trahisons, des attaques publiques. Des noms qui ont brisé quelque chose en elle-même si elle ne l'a jamais admis. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Catherine Deneuve était vraiment. Catherine Deneuve est née en 1943 à Paris. Elle n'était pas destinée à devenir une icône froide. Elle était la sœur cadette, celle que l'on comparait, celle que l'on regardait après Françoise d'Orléac, plus solaire, plus spontanée, plus vivante. Très tôt, Catherine apprend à contenir, à observer, à ne pas montrer. Le cinéma arrive vite, trop vite. Elle n'a pas encore 20 ans que déjà son visage circule. Mais ce n'est pas encore l'admiration. On la trouve distante. On la dit trop contrôlée, trop calculatrice. Dans un milieu où l'on valorise l'émotion, elle impose le silence. Ce silence devient sa défense. Puis il y a la mort de Françoise en 1967, un accident brutal. Une disparition qui la laisse seule face à la lumière. Certains murmurent qu'elle a pris la place. D'autres insinuent que le destin l'a favorisée. Ce sont des paroles cruelles. Elle la brise intérieurement. Mais elle ne répond pas. Elle avance. Belle de jour la transforme en mythe. Elle devient la femme inaccessible, le fantasme maîtrisé. Mais derrière cette image figée, la pression est constante. Chaque rôle confirme la froideur. Chaque apparition publique renforce la distance. On ne lui pardonne rien. Pas un mot de travers, pas une hésitation. Les relations sont tendues, avec des réalisateurs exigeants, avec des acteurs dominants, avec des journalistes qui cherchent la faille. Elle protège son territoire. Elle contrôle son image. Elle ne donne pas plus que nécessaire. Puis viennent les années 2010. Le monde change. Les scandales explosent. Les réseaux sociaux jugent. En 2018, elle signe une tribune défendant une certaine idée de la liberté. La réaction est violente. Elle est attaquée, humiliée, exposée comme symbole d'un ancien monde déconnecté. Catherine Deneuve n'a jamais été une victime docile. Mais elle a encaissé. Elle a gardé le silence quand d'autres criaient. Elle a survécu quand d'autres se sont effondrés. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro 5, Gérard Depardieu. Il l'a entraînée dans une tempête qu'elle n'avait pas choisie. Gérard Depardieu et Catherine Deneuve ont partagé l'écran à plusieurs reprises. 2 monuments du cinéma français, 2 présences imposantes, mais 2 tempéraments opposés. Lui excessif, provocateur, imprévisible. Elle contrôlée, distante, méthodique. À l'écran, l'alchimie fonctionnait. Hors caméra, la tension était constante. Depardieu n'a jamais filtré ses paroles. Il parlait vite, fort, sans retenue.
Il attaquait, il provoquait, il exposait. Dans les années 2000 puis surtout après 2018, son nom devient synonyme de scandale. Accusations, enquêtes, polémiques internationales. Chaque apparition publique devient un champ de bataille médiatique. Catherine Deneuve aurait pu garder ses distances. Mais elle signe la tribune qui défend une certaine liberté face à ce qu'elle considère comme une dérive morale. Son nom apparaît aux côtés de celui d'autres artistes. Très vite, l'opinion publique associe sa signature au comportement de certains hommes visés par des accusations. Et parmi eux, Depardieu. La violence n'est pas physique, elle est symbolique. Les réseaux sociaux attaquent. Les éditoriaux dénoncent. Elle est exposée comme figure d'un monde dépassé. On l'accuse de protéger les puissants. On la traite de complice. Le mot « humilié » circule dans la presse étrangère. Un moment cristallise tout. Une interview où on lui demande si elle regrette sa position. La question est directe. Elle répond sans colère mais sans recul non plus. Elle refuse de condamner sans jugement. Son silence est interprété comme une défense. Elle est isolée. Depardieu continue de provoquer. Elle continue de se taire. Mais la fracture est là. Ce n'est pas seulement une divergence publique. C'est une mise en danger de son image, de son héritage, de son contrôle. Elle a passé sa vie à maîtriser chaque apparition. Et soudain, elle est entraînée dans un chaos qu'elle ne contrôle pas. Il ne l'a peut-être pas attaquée frontalement, mais il a contribué à l'exposer, à la fragiliser, à la placer au centre d'un débat qu'elle n'avait pas initié. Certaines signatures coûtent une réputation. Numéro 4, François Truffaut. Il l'a façonné, puis il l'a enfermé. François Truffaut appartient à cette génération de réalisateurs qui ont redéfini le cinéma français. Il avait le pouvoir, le regard, l'autorité artistique. Catherine Deneuve à l'époque est encore en construction. Elle cherche sa place. Elle veut travailler avec les grands noms. Truffaut lui offre cette légitimité. Mais ce qu'il lui donne a un prix. Truffaut aimait façonner ses actrices. Il les observait. Il les modelait. Il décidait de ce qu'elles représentaient. Avec Deneuve, il confirme l'image d'une femme distante, inaccessible, presque glaciale. Cette image fonctionne. Elle devient sa marque. Mais elle devient aussi une prison. La violence n'est pas visible. Elle est esthétique. Elle est narrative. Chaque rôle renforce la même perception. Le public voit une icône froide. Les journalistes parlent d'élégance distante. On oublie la femme derrière le masque. Elle se retrouve enfermée dans une silhouette, dans un regard, dans une posture. Truffaut ne l'a pas humiliée publiquement. Il ne l'a pas attaquée dans la presse. Mais il a contribué à figer son identité. Dans un milieu où l'on attend des femmes qu'elles incarnent des fantasmes, elle devient un symbole plus qu'une personne. Et ce symbole est difficile à briser. Après la mort de Truffaut, le cinéma change. Les générations se succèdent. Mais l'empreinte reste. On continue de le comparer à cette image construite sous son regard. Elle tente de diversifier ses rôles. Elle cherche des personnages plus vulnérables. Mais le public voit toujours la même femme. Le moment d'humiliation est silencieux. Ce n'est pas un scandale. C'est une prise de conscience. Lors d'une interview tardive, on lui demande si elle regrette d'avoir été l'icône froide du cinéma français. Elle sourit à peine. Elle dit que ce n'était pas un choix. La phrase est courte. Elle révèle tout. Être façonné par un grand réalisateur est un privilège. Être enfermé dans son regard est une autre histoire. Truffaut lui a offert la reconnaissance. Il lui a aussi imposé une cage invisible. Elle ne lui a jamais totalement échappé. Numéro 3, Marcello Mastroianni. Il l'a aimé sans jamais la choisir. Marcello Mastroianni n'était pas un scandale. Il était une passion. Une histoire qui semblait élégante, presque cinématographique. Deux stars européennes, deux visages mythiques. Leur relation dure des années. Ils ont une fille, Chiara. En apparence, rien de violent, rien de brutal. Et pourtant, c'est l'une des cicatrices les plus profondes. Mastroianni était marié. Il ne quitte jamais officiellement son épouse. Catherine Deneuve accepte la situation. Elle garde le contrôle. Elle refuse les scènes publiques. Elle protège son image. Mais la presse italienne et française ne protège rien. Elle devient l'autre femme, celle qui attend, celle qui espère, celle qui n'est pas choisie. La violence est médiatique. Chaque apparition du couple est scrutée.
Chaque séparation est commentée. Chaque rumeur est amplifiée. Elle est exposée comme amoureuse d'un homme qui ne tranche pas. Dans un milieu dominé par les hommes, cette position fragilise. Elle n'est plus l'icône glaciale. Elle devient une femme vulnérable aux yeux du public. Le moment d'humiliation est précis. Une déclaration de Mastroianni évoquant sa difficulté à quitter son épouse circule largement. Il parle de son attachement à sa famille italienne. Le message est clair. Catherine n'est pas le centre. Elle est une parenthèse, une passion. Pas un choix définitif. Elle ne réagit pas. Elle ne fait pas de scandale. Elle ne répond pas dans la presse. Mais le silence n'efface pas la blessure. Elle élève sa fille. Elle continue à tourner. Elle maintient la distance. Mais l'équilibre est brisé. Être aimé sans être choisi est une forme de trahison lente, pas spectaculaire, pas explosive, mais constante. Dans un monde où l'image est essentielle, être associée à une relation inachevée fragilise. Elle perd le contrôle du récit. Mastroianni reste un souvenir tendre pour certains. Pour elle, il reste aussi la preuve qu'on peut être trahi sans éclat, sans cri, juste par l'indécision. Elle a gardé le silence, mais la blessure est restée. Numéro 2, X, Roman Polanski. Son nom la suit comme une ombre. Roman Polanski n'est pas seulement un réalisateur. Il est une fracture permanente dans le cinéma mondial. Catherine Deneuve a travaillé avec lui. Elle l'a fréquenté. Elle appartient à cette génération d'artistes qui ont défendu la séparation entre l'œuvre et l'homme. Pendant longtemps, cette position semblait acceptable. Puis, le monde a changé. Les accusations contre Polanski ne sont pas nouvelles. Elles remontent aux années 70. Mais à partir des années 2010, elles prennent une dimension différente. Les festivals sont perturbés. Les projections sont contestées. Chaque apparition publique devient un acte politique. Et ceux qui continuent de soutenir le cinéaste sont immédiatement exposés. Deneuve ne fait pas de discours passionnés. Elle ne milite pas ouvertement pour lui. Mais elle signe la tribune de 2018 qui dénonce ce qu'elle considère comme un climat de puritanisme. Rapidement, son nom est associé à celui de Polanski. Elle est attaquée dans la presse internationale. On parle d'aveuglement. On parle de protection des puissants. La violence est morale. Elle est accusée de défendre l'indéfendable. Elle devient un symbole d'un ancien système. Son élégance ne protège plus. Son silence est interprété comme un soutien implicite. Elle est humiliée dans les débats télévisés. Des générations plus jeunes la désignent comme déconnectée. Le moment précis survient lors d'un festival où Polanski est encore au centre des polémiques. Des journalistes l'interrogent frontalement. Elle refuse d'entrer dans la condamnation publique. Elle parle de justice, de nuances. La réponse est jugée insuffisante. Elle est isolée. Roman Polanski ne l'a pas attaquée personnellement. Il ne l'a pas trahi publiquement. Mais son nom est devenu un poids. Une ombre qui fragilise chaque prise de parole. Une association qui la détruit symboliquement auprès d'une partie du public. Dans une époque qui exige des positions claires, la nuance peut briser une réputation. Certaines positions vous isolent à jamais. Numéro 1, Benoît Jacquot. Il connaissait ses failles. Benoît Jacquot n'était pas un amant mythique, pas une passion européenne, pas un scandale flamboyant. Il était plus proche, plus subtil, plus dangereux pour l'image. Jacquot a travaillé avec Catherine Deneuve à plusieurs reprises. Il appartenait à ce cercle d'hommes cultivés intellectuels intégrés au système du cinéma français. Un milieu où la loyauté compte autant que le talent. Pendant des années, leur collaboration semblait naturelle. Respect mutuel, travail précis, aucune scène publique, aucune tension visible. Deneuve gardait le contrôle, Jacquot gardait sa place. Tout paraissait stable. Puis les accusations surgissent. Des femmes parlent. Des témoignages détaillent des comportements abusifs. Le nom de Jacquot est associé à des faits graves. Le climat a changé. L'époque ne protège plus. Chaque ancien lien devient suspect. Chaque collaboration passée devient une question. La violence est immédiate. Les journalistes rappellent les films tournés ensemble. Ils interrogent Deneuve. Elle connaissait. Elle fréquentait. Elle travaillait avec lui. Savait-elle? A-t-elle fermé les yeux? Le ton devient accusateur. Elle est exposée non pas pour ses actes mais pour ses relations. Le moment d'humiliation est brutal dans sa simplicité.
Une interview où son nom apparaît dans une liste de proches de réalisateurs accusés. Pas comme coupable, mais comme figure silencieuse d'un système. Elle refuse la mise à mort publique. Elle refuse de participer à la condamnation médiatique. Cette retenue est interprétée comme une protection. Jaco ne l'a pas attaqué frontalement. Il ne l'a pas humilié directement. Mais son nom a fragilisé le sien. Il a ouvert une brèche dans l'image parfaitement maîtrisée qu'elle avait construite pendant 50 ans. Il a rappelé que personne n'est à l'abri lorsque le système s'effondre. Elle a passé sa vie à contrôler la narration. Avec Jaco, le récit lui a échappé. Ce silence l'a poursuivi. Choix. Spécial Brigitte Bardot. Elle n'a jamais prononcé son nom avec colère. Mais elle n'a jamais supporté la comparaison. Brigitte Bardot et Catherine Deneuve représentent deux mythes français nés à quelques années d'intervalle. Deux visages, deux corps, deux attitudes. Bardot est instinctive, provocatrice, excessive. Deneuve est maîtrisée, distante, contrôlée. Le public les oppose. La presse organise la rivalité. Elles ne jouent jamais ensemble. Elles ne se soutiennent pas publiquement. La violence n'est pas une dispute ouverte. C'est une guerre d'images. Dans les années 60, Bardot incarne la liberté sexuelle, la rupture, la provocation. Deneuve devient le fantasme froid, la sophistication, le mystère. Les journalistes posent toujours la même question. Qui est la vraie icône? Qui est la femme française ultime? Cette comparaison permanente expose Deneuve à un duel qu'elle n'a jamais choisi. Puis Bardot quitte le cinéma et s'engage politiquement. Ses prises de position radicales provoquent des scandales. Chaque déclaration choque, chaque condamnation judiciaire est médiatisée. À chaque crise, les interviews de Deneuve se transforment en interrogatoires indirects. Est-elle d'accord? Se distance-t-elle? Condamne-t-elle? Le moment d'humiliation est discret mais réel. Une interview internationale où on lui demande si elle partage certaines positions de Bardot. Elle répond brièvement. Elle refuse l'amalgame. Mais la question suffit à l'associer. Son image raffinée se retrouve contaminée par des polémiques qu'elle n'a pas provoquées. Bardot ne l'a jamais attaquée directement. Deneuve ne l'a jamais affrontée publiquement. Pourtant, la rivalité a structuré leur carrière. Deux modèles opposés de féminité. Deux chemins irréconciliables. Chaque succès de l'une ravivait la comparaison. Chaque controverse de l'autre rejaillissait indirectement. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une humiliation brutale. C'est une cicatrice lente. Être comparé toute une vie à une autre femme célèbre finit par détruire l'idée d'identité propre. Certaines rivalités ne meurent jamais. Catherine Deneuve n'a jamais joué la victime. Elle n'a jamais cherché la compassion. Elle a traversé les décennies avec le même regard, fermé la même posture droite, le même silence calculé. Mais derrière cette maîtrise, il y avait des cicatrices. Gérard Depardieu l'a exposée à une tempête médiatique qu'elle ne contrôlait plus. François Truffaut a façonné son image jusqu'à l'enfermer dans une froideur définitive. Marcello Mastroianni l'a aimée sans la choisir, laissant une blessure intime que la presse a amplifiée. Roman Polanski a transformé la nuance en isolement. Benoît Jacot a rouvert la question du silence face aux abus. Et Brigitte Bardot a incarné toute une vie la comparaison permanente, la rivalité invisible, la guerre d'images. Aucun d'eux ne l'a détruite, mais chacun l'a brisée à sa manière, par une phrase, par une décision, par un scandale, par un silence. On l'a souvent décrite comme glaciale, comme distante, comme insensible. Save, la vérité est plus simple. Elle a appris à survivre dans un milieu où la faiblesse se paie cher. Elle a compris que l'émotion publique devient une arme contre vous. Alors elle a gardé le contrôle. Elle a encaissé. Elle a continué. Les hommes puissants, les amours impossibles, les réalisateurs controversés, les rivales médiatiques, tous ont contribué à façonner la légende. Pas par admiration, par conflit, par tension, par fracture. Catherine Deneuve n'est pas devenue une icône parce qu'elle était aimée de tous. Elle l'est devenue parce qu'elle a résisté à ceux qui ont tenté de l'exposer, de la réduire, de l'humilier. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent.